attachez vos ceintures. Vous allez découvrir comment, grâce à mes compétences en technologie, j'ai retourné l'infidélité de ma femme d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Pas de cris. Pas de dispute. Juste une stratégie, un silence, et quelque chose qu'elle se rappellera chaque fois qu'elle ouvrira sa boîte aux lettres. Elle me trompait en secret, mais mes compétences m'ont permis d'enquêter, de rester indétectable et de disparaître sans laisser de traces. Et ensuite, la punir cruellement, sans pitié. Mais revenons au début de l'histoire. Si vous m'aviez demandé il y a 2 ans si je pensais que ma femme pourrait me mentir, j'aurais ri et dit, impossible. Pas clair. Elle était ma meilleure amie, ma voisine qui devenait plus belle à mes yeux chaque année, celle qui m'avait dit un jour, je préférerais être pauvre et honnête avec toi que riche et fausse avec quelqu'un d'autre. Oui. Cette phrase a pris un tout autre sens plus tard. Nous étions mariés depuis un peu plus de 5 ans. Les 4 premières années? Un rêve, franchement. Des escapades le week-end dans des villages côtiers de Bretagne. Des dimanches paresseux à manger des crêpes au lit. Elle griffonnait des idées sur des serviettes en papier pour ses projets de design, et je l'aidais à créer son site web, à gérer ses contacts clients, ses factures. Elle m'appelait son partenaire silencieux. J'étais juste heureux d'être inclus. Mais il y a 8 mois, quelque chose a changé. Pas d'un coup. Plutôt comme une fuite lente. Un courant d'air qu'on ne remarque qu'une fois la pièce déjà froide. Ça a commencé avec son téléphone. Claire était du genre à jeter son portable dans son sac et à l'oublier. Elle m'avait déjà demandé comment fermer les petits carrés sur son navigateur. Elle râlait contre la technologie, disait que les réseaux sociaux lui donnaient de l'anxiété. Une fois, elle m'a même demandé de supprimer mon compte Instagram, en disant « ce n'est pas une vraie connexion. Juste un défilé pour impressionner des inconnus. » Alors, imaginez ma surprise quand elle s'est soudainement mise à être scotchée à son téléphone comme s'il faisait partie de son corps. Au début, je pensais qu'elle gérait plus de clients. Son entreprise marchait bien, après tout. Je la voyais sourire à son écran en remuant une sauce ou en se prélassant sur le canapé. Quand je demandais ce qui la faisait rire, elle répondait « Oh, juste un mème idiot » et retournait son téléphone. Pas de partage. Pas de montrer. Juste caché. Elle a désactivé les accusés de réception. Son écran de verrouillage, qui affichait une photo de nous à Etretat, est devenu une œuvre d'art abstraite. Elle prenait des appels en haut-parleur, mais seulement quand je n'étais pas là. Si j'entrais, elle raccrochait vite avec un « on se parle plus tard, bye ». La première fois, j'ai pensé qu'elle était occupée. À la 5e, j'ai senti une piqûre. Elle devenait aussi irritable. Comme si mes questions banales l'agaçaient. Une soir, je lui ai proposé de regarder un film, et elle a soupiré comme si je lui avais demandé de ranger le garage. « Tu choisis toujours des trucs ennuyeux », a-t-elle lâché. Ce n'était pas elle. Tout ce que je faisais semblait l'encombrer. J'ai commencé à rentrer tard du travail pour éviter la tension. Même ensemble à la maison, nous n'étions pas vraiment ensemble. Et puis, il y a eu Nico. C'était un mardi soir. On regardait à moitié une émission qu'elle avait insisté pour voir, un de ces reality shows où des couples s'engueulent à Saint-Tropez. Je n'écoutais pas vraiment. Claire scrollait sur son téléphone, comme d'habitude. Je me suis penché pour prendre la télécommande et j'ai vu un message apparaître sur son écran, Nico. Pas de nom de famille. Juste ça. Et un emoji de baiser. Elle a incliné son écran si vite qu'on aurait dit un code secret. J'ai demandé, l'air détaché, c'est qui, Nico? Elle s'est figée une seconde, puis a souri comme si j'étais ridicule. Oh, Nicolas. Du bureau. Il aide sur le projet de la villa à Deauville. Il envoie des trucs idiots à tout le monde. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit. Mais mon ventre s'est noué comme une serpillière essorée. Je ne suis pas jaloux. Je ne l'ai jamais été. J'ai toujours cru en l'espace et la confiance dans un couple. Mais quelque chose dans cet échange, la nuance dans sa voix, la vitesse à laquelle elle a caché le téléphone. Ce n'était pas normal. J'ai remarqué que ses tenues changeaient aussi. Pas en mal, juste différentes. Plus de maquillage. Plus d'attention aux détails. Je lui demandais comment s'était passé son déjeuner, elle répondait un « bien », distrait. Quand je demandais qui elle avait vu, elle citait des noms que je n'avais jamais entendus.
C'était comme vivre avec une belle étrangère. Mais je suis resté calme. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas fouillé. Pas encore. Je me disais qu'elle traversait peut-être quelque chose. Une crise de la trentaine. Un coup de fatigue. Mais quand on vit avec quelqu'un assez longtemps, on connaît les rythmes. On sait ce que le silence signifie vraiment. Et ce silence-là? Il n'était pas fatigué. Il était calculé. Quelque chose clochait. Quelque chose de réel. Et je savais que si je voulais des réponses, il fallait arrêter de deviner et commencer à savoir. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite. Mais je mentirais si je disais que je le regrette. Je travaille dans la cybersécurité depuis plus de 15 ans. J'ai commencé par des jobs basiques en informatique, puis je me suis spécialisé dans les tests d'intrusion en gros, pirater des réseaux pour trouver les failles avant les méchants. Aujourd'hui, je conseille des clients privés, des entreprises tech et des contrats pour la police. Ce n'est pas glamour, mais je maîtrise les systèmes. Je sais traquer, tracer, enregistrer et récupérer à peu près tout ce qui vit dans le monde numérique. Alors, ce soir-là, quand Claire est entrée dans la douche au Spotify à fond sur son téléphone posé sur le lavabo, j'ai pris son vieux téléphone dans la table de nuit. Elle gardait un ancien iPhone, au cas où, qu'elle utilisait parfois pour des playlists, des photos ou des sauvegardes. Par chance, il était toujours connecté à son compte iCloud. 10 minutes. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai tout copié. Synchronisé sur un disque privé sur un ordinateur isolé que je garde dans mon bureau. Messages, appels, répondeurs, photos, même son historique de localisation. J'ai installé un outil de synchronisation silencieux pour que tout s'actualise automatiquement à la prochaine connexion Wi-Fi. Elle n'a rien remarqué. Je me suis senti minable après. Je ne voulais pas espionner ma femme. Je voulais avoir tort. Je voulais que les logs montrent des conversations banales avec sa sœur ou des tableaux Pinterest pleins d'échantillons de tissu. Mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Les premiers jours étaient calmes. Des chats de groupe, des appels de clients. Puis est venu vendredi. C'est là que le nom, Nico, est enfin apparu en entier, Nicolas Lefebvre. Je reconnaissais ce nom d'un de ses anciens projets. Elle avait travaillé avec lui il y a 6 mois, un grand type avec une Peugeot 308 et une poignée de main trop appuyée. Les messages commençaient de façon innocente. Parler de projet. Carrelage. Couleur de peinture. Puis sont venus les émojis. Clin d'œil. Flamme. Ce soir-là, alors que j'étais au lit à côté d'elle, elle lui écrivait sous les draps. Je voyais les messages défiler via mon application de mirroring, comme un flux infernal en direct. Je n'arrête pas de penser à la dernière fois. Je sens encore tes mains sur moi. Antoine est là. Lol. Dans son monde, comme d'hab. Tu me fais me sentir vivante à nouveau. Comme si j'avais 20 ans. J'ai eu un frisson glacé dans la poitrine. Puis sont venues les photos. Elle lui envoyait des selfies devant le miroir. Dentelle noire. Des ensembles neufs que je n'avais jamais vus. Elle disait les avoir achetés lors d'une sortie entre filles, pour préparer notre anniversaire de mariage. Je pensais qu'elle choisissait quelque chose de spécial pour moi. En réalité, elle lui offrait un défilé privé. Elle posait dans la salle de bain que je nettoyais. Sur le lit que j'avais monté. Encadré par la table de nuit que j'avais passé 3 week-ends à restaurer à la main. Il répondait avec sa propre œuvre, torse nu dans un garage crasseux, jouant les bodybuildés de seconde zone. Elle répondait avec des émojis flammes et disait qu'il avait l'air dangereux. Moi, j'étais juste stable. C'est comme ça qu'elle m'appelait, comme si c'était un compliment. Apparemment, stable n'était plus assez excitant. J'ai continué à lire. Antoine est tellement ennuyeux maintenant. Il passe ses journées à fixer des tableurs. C'est comme être marié à une imprimante. Celui-là m'a fait rire doucement, amèrement. Même la trahison peut avoir des punchlines. Le pire? Elle ne se contentait pas de me mentir. Elle réécrivait notre vie en temps réel, effaçant tout ce qu'on avait construit avec quelques tapotements de pouce. Je l'embrassais sur le front, lui disais de conduire prudemment, et elle textait à Nicolas combien elle aimait la façon dont il la prenait par la taille. Tout était là, en texte brut. Indéniable. Sans place pour l'interprétation. Je ne l'ai pas confronté cette semaine-là. Pas de porte claquée, pas de larmes, pas de cris.
J'ai juste observé, écouté, appris. Elle pensait qu'elle était maligne. Qu'elle ne se ferait jamais prendre. Qu'elle pouvait jouer à la maison avec moi tout en vivant un feuilleton secret à côté. Alors, quand elle est rentrée ce samedi après-midi avec un sac de shopping, j'ai juste souri et hoché la tête. Elle a brandi un truc en soi, a fait un tour sur elle-même et a demandé « Tu crois que ça serait sympa pour notre anniversaire ?» J'ai souri. « Oui, dis-je. Ça a l'air top. Amuse-toi bien à ton EVJF le week-end prochain. » Elle a rayonné. M'a embrassé sur la joue. Je me tenais là, pensant combien il était étrange qu'elle puisse mentir si facilement. Combien tout cela semblait répété. Mais je n'étais plus en colère. J'étais concentré. Quelques jours plus tard, je lui ai dit que j'avais une conférence sur la cybersécurité à venir. Singapour, ai-je dit en sirotant mon café comme si de rien n'était. Dernière minute. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Combien de temps ? De vendredi à lundi. Un truc de client. Je ne peux pas y couper. Je l'ai observé, juste par curiosité. Son visage est resté neutre, mais il y avait une lueur. Excitation ? Soulagement ? Quoi que ce soit, ça a duré une demi-seconde avant qu'elle ne fasse une moue. Elle a même proposé de m'emmener à l'aéroport, ce que j'ai poliment décliné. Je lui ai dit que je prendrais un VTC pour éviter les frais de parking. Elle n'a pas insisté. Ce vendredi matin, je l'ai regardée se préparer. Elle a fait une petite valise, y a jeté une paire d'escarpins que je n'avais pas vus depuis un an, et porté un chemisier fleuri qui n'était clairement pas pour passer inaperçu. J'ai attendu exactement 45 minutes après son départ, lui laissant le temps de prendre de l'avance. Puis je suis monté en voiture et j'ai suivi le traceur GPS que j'avais glissé dans la doublure de sa valise. Je savais qu'elle ne le remarquerait pas. L'appareil était à peine plus gros qu'une clé USB, aimanté, déguisé en étiquette de bagage. Elle a roulé vers le nord. Hors de la ville. Je restais en arrière, changeant de voie quand nécessaire, juste assez loin pour ne pas être vu. Environ 2 heures plus tard, elle a pris une sortie près d'une petite ville pleine de pain et de vieux bistrots. Charmante, paisible. Le genre d'endroit où on va pour disparaître un week-end. Je me suis garé à un pâté de maison et les regardais se garer dans une longue allée de gravier. C'est là que je l'ai vu. Nicolas. Même Peugeot 308 noire rutilante. Même démarche arrogante, poitrine bombée. Il est sorti de sa voiture et lui a fait un câlin tournoyant, comme dans une comédie romantique. Elle a ri, fort et aigu, puis ils ont marché vers une petite maison au bord d'un lac, cachée derrière des arbres. C'était un bel endroit. Volets bleus, grand porche, boîte à clés pour location. Je les ai regardés entrer ensemble, sans personne d'autre en vue. Pas de ballon, pas d'autres voitures, aucun signe d'un week-end entre filles ou d'un EVJF. Juste 2 personnes jouant à la maison. J'ai attendu encore 15 minutes, puis je suis passé lentement en voiture, observant les lieux. Une fenêtre latérale était entrouverte à l'extrémité, et un petit chemin menait au porche arrière. Plus tard dans l'après-midi, après avoir pris un burger dans un bistrot de bord de route et m'être enregistré dans un motel à proximité sous un faux nom, je suis revenu. J'ai garé à 1 kilomètre, traversé des broussailles à pied et approché par les bois derrière la propriété. Silencieux. J'avais apporté une petite mallette de mon bureau au-dedans, quelques caméras à détection de mouvement, chacune de la taille d'une balle de golf, avec des cartes mémoire cryptées préinstallées. J'ai installé 2 caméras dehors, une face au porche, l'autre couvrant le patio arrière. La troisième, je l'ai glissée par la fenêtre entrouverte dans une grille d'aération donnant sur le salon. Ils ne la remarqueraient pas sauf à la chercher, ce dont je doutais. Pas de son. Juste de la vidéo. Je ne voulais pas entendre leur voix. Je savais déjà à quoi ressemblait leur rire ensemble. C'était pire que des cris. C'était comme entendre mon propre nom réécrit. Une fois les caméras posées, je suis parti. Silencieux. Concentré. Sans drame. Sans tremblement. De retour au motel, j'ai branché mon ordinateur et attendu que les flux se synchronisent. Ça a pris environ 20 minutes pour que tout soit téléchargé sur le cloud sécurisé que j'avais préparé. Puis je me suis assis dans cette chambre sombre, moquette chip sous les pieds, buvant un café de distributeur dans un gobelet en polystyrène, et j'ai fixé l'écran. Je les ai vus déambuler dans la maison comme si elle leur appartenait.
J'ai vu Claire rejeter ses cheveux en arrière, comme elle le faisait quand elle voulait mon attention. Je l'ai vue se lever sur le canapé, pieds sur ses genoux, portant les mêmes leggings qu'elle mettait pour nos soirées films. Je l'ai vue rire avec lui. Vraiment rire. Elle n'avait pas ri comme ça avec moi depuis longtemps. Je suis resté immobile, respirant calmement, et j'ai continué à regarder. Parce que je ne devinais plus. Je collectais des preuves. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Pas encore. Mais je savais ceci. Le VJF n'existait pas. Le week-end d'anniversaire était une couverture. La femme que j'aimais avait fait son choix. Et j'en avais fini de faire semblant de ne pas le voir. Plus tard ce soir-là, ils ont cuisiné ensemble. Des pâtes, je crois. Claire remuait une casserole pendant que Nicolas ouvrait une bouteille de rouge. Elle a trempé une cuillère et la lui a tendue, puis a léché la même cuillère avant de la remettre dans la casserole. Des petits gestes. Mais tous disaient plus que des mots. Chaque action, chaque regard, racontait l'histoire clairement, ce n'était pas une erreur accidentelle. C'était des vacances loin de la vérité. J'ai passé la nuit dans ce motel miteux, à surveiller l'écran comme un gardien de nuit. Les caméras les ont filmés à table, verre plein, voix basse mais expressive. Ils ont trinqué. Elle s'est penchée et l'a embrassé encore. Puis ils ont disparu de l'écran. Pas besoin d'imagination pour combler les vides. Leur démarche dans le couloir. Les vêtements laissés en chemin. La porte fermée. Le plancher qui tremble. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas éteint. Samedi matin, ils sont sortis comme si c'était un jour normal au paradis. Elle portait une de ses chemises à carreaux. Cheveux attachés, lunettes de soleil perchées sur la tête, l'air libre et renouvelé. Je les ai vus boire du café sur le porche. Je l'ai vu lui masser les épaules pendant qu'elle scrollait sur son téléphone. À midi, j'ai extrait les logs GPS de son téléphone via les données miroirs. Ils correspondaient parfaitement aux images des caméras. Une chronologie parfaite. J'ai ajouté des horodatages, croisé les logs de messages. Elle m'avait envoyé un texto vendredi à 16h30, j'espère que ton vol s'est bien passé. Je vais probablement commander des sushis et me coucher tôt. Crevez là. Pendant ce temps, j'avais une vidéo d'elle débouchant une deuxième bouteille de vin à 16h28 et grimpant sur les genoux de Nicolas à 16h35. Plus tard ce soir-là, vers 21h, elle lui a laissé un message vocal. J'avais configuré un accès à distance au répondeur de son vieux téléphone via un clone numérique, et le message s'est synchronisé pendant que je vérifiais les logs. Elle parlait en chuchotant, riant. Mon Dieu, j'aimerais rester dans cette petite bulle pour toujours. Antoine, il ne me fait plus rien ressentir. J'ai l'impression d'être une plante d'intérieur avec lui. Elle a marqué une pause, soupiré doucement, et ajouté. Ça, c'est réel. Tu me fais me sentir réel à nouveau. J'ai écouté ce message 2 fois. Pas parce que je ne l'avais pas cru la première fois. Juste pour m'assurer de ne pas oublier la façon dont elle avait dit « réel ». À la fin de samedi, j'avais des heures de vidéo, des dizaines de marqueurs GPS, et tout un fil de communication qui peignait le tableau complet. Pas de supposition, pas de spéculation, juste la réalité. Dimanche matin, j'ai commencé à tout compiler. J'ai étiqueté les fichiers vidéo, ajouté des horodatages, organisés par pièces et angles. J'ai aligné les messages au clip vidéo, vérifié qu'ils correspondaient à la minute près. Le rapport était presque chirurgical. Clinique. Rien de dramatique, rien d'émotionnel, juste des faits. Cet après-midi-là, j'ai créé un dossier privé sur un disque sécurisé, verrouillé avec une authentification à 2 facteurs. J'y ai mis tout, les vidéos, les fils de messages, l'audio du répondeur, les données de localisation. J'ai configuré le dossier pour qu'il soit accessible à un compte anonyme créé sans aucune trace vers moi, sans email lié, sans données identifiables. Puis j'ai connecté ce compte à l'annuaire de l'entreprise où Claire travaillait. J'avais cherché leur contact RH la semaine précédente. Leur système interne permettait des soumissions anonymes de tiers. Juste un nom, un fichier, une explication. Je n'ai rien écrit d'émotionnel. Je n'ai pas râlé. J'ai simplement téléchargé le dossier, les nommé, pour examen interne préoccupation de conduite professionnelle, et j'ai cliqué sur envoyer. Puis je me suis déconnecté et j'ai fermé l'ordinateur. Ce n'était pas une question de vengeance. Pas à ce moment-là. C'était une question de vérité.
Elle avait créé un mensonge et construit toute une vie dedans. Je me suis contenté d'allumer la lumière. Quand j'ai revérifié le flux en direct ce soir-là, ils étaient de retour sur le porche. À trinquer encore. À se sourire comme si le monde leur appartenait. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais ils n'avaient aucune idée de qui d'autre regardait. Claire travaillait pour une agence de design d'intérieur de taille moyenne haut de gamme, obsédée par l'image, pleine de costumes chics, d'éclairage doux et de gens qui gesticulent trop. Il faisait des espaces résidentiels de luxe, des hôtels boutiques, des restaurants avec des polices de menus intimidantes. Je l'avais aidé à créer son site de portfolio il y a 3 ans. Mais l'année dernière, elle était devenue la star montante. Leur page Instagram postait son visage plus que leur projet. Elle a donné une conférence à un salon professionnel. A eu un petit article dans un magazine numérique. Le mois dernier, l'Instagram de l'agence a posté une photo d'elle dans une cuisine moderne qu'elle avait conçue, bras croisés, menton relevé, avec la légende. Reine du design, Claire Dubois transforme la vision en réalité. Ça a été partagé partout. Son téléphone a vibré pendant des jours. Clients, amis d'université, famille, tout le monde y allait de son commentaire. Elle l'a posté sur son propre compte avec un petit emoji couronne dans sa bio. À ce moment-là, j'ai su qu'elle se voyait différemment. Comme si elle avait atteint un autre niveau, et que je n'y étais plus. Alors, je me suis mis au travail. D'abord, j'ai créé un document. Une présentation propre, style CV, détaillant ses projets freelance de week-end, rédigés dans un jargon vague et sophistiqué que les agences de design adorent. J'y ai inclus des collaborations hors site avec des contractants privés, du leadership créatif dans des espaces de développement personnel, et quelques références à des retraites design exclusives de week-end. La formulation était juste assez inoffensive pour ne pas sembler accusatrice. Mais elle sonnait fausse. Je m'en suis assuré. Puis j'ai joint quelques captures d'écran juste assez pour suggérer que quelque chose d'autre se passait. L'une était un cadre flou de la caméra du Porsche. L'autre, un message de Nicolas, horodaté pendant le week-end où Claire était censée être à son EVJF. J'ai trouvé 3 de ses concurrents. Une agence à Paris où elle avait passé un entretien. Un petit cabinet à Lyon. Un autre à Bordeaux qui la suivait sur Instagram. J'ai créé 3 emails anonymes différents, avec des masques IP différents, des horodatages différents. Chaque email contenait un message du style. Je pensais que votre équipe aimerait jeter un œil avant de prendre des décisions de recrutement. Sans juger ou juste partager. On dirait que quelqu'un mélange affaires et plaisir. Je les ai envoyés un mardi matin, quand les bureaux sont plongés dans le café et les emails. Je n'attendais pas de réponse. Je n'en avais pas besoin. Après ça, j'ai entamé les préparatifs pour le divorce. J'ai porté les papiers à mon avocat et attendu quelques jours que tout soit prêt. Claire n'avait aucune idée de ce que je planifiais. Puis j'ai creusé plus loin. Je me souvenais que Nicolas ou le complice de Claire avait été embauché via son agence. Elle avait mentionné un jour qu'il avait été recommandé par le mari de sa patronne. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Alors j'ai cherché sa patronne. Valérie Moreau. La cinquantaine, dirigeait l'agence d'une main de fer dans un gant de velours. Tout en elle criait, l'image d'abord. Toujours en noir, toujours un verre à la main lors des soirées. Son mari, Marc, gérait des investissements immobiliers et orientait parfois des contractants vers les projets de Valérie. Il s'avère que Nicolas avait travaillé sur au moins 3 projets via ce partenariat. Il était aussi présent à une soirée de Noël avec Claire et Valérie. Il y avait une photo de groupe sur Facebook de l'année dernière. Nicolas derrière Claire, main sur son épaule, souriant comme s'il était à sa place. Alors j'ai trouvé l'email personnel de Valérie. Pas celui du travail, un ancien, lié à une newsletter de fondation. Ça m'a mené à son Instagram, puis à un tag sur un compte de collecte de fonds, qui m'a donné une liste de donateurs avec le nom complet de son mari. J'ai fait correspondre l'adresse de facturation à leur domicile. Puis j'ai imprimé 2 reçus d'hôtel de la carte de crédit de Claire, un pour la location de la maison au lac, un pour un séjour 3 semaines plus tôt où le nom de Nicolas apparaissait sur la réservation. Je les ai glissés dans une enveloppe, avec une petite carte où j'ai écrit. Je pensais que vous voudriez savoir quelles activités sont facturées sous votre nom. Pas de signature. Pas de menace. Juste une livraison propre et discrète. Je l'ai posté. Ce soir-là, je me suis assis,
j'ai fermé mon ordinateur et regardé par la fenêtre un moment. L'appartement était silencieux. Claire était encore en retard à un dîner client. Je savais déjà où elle était vraiment. Je n'ai même pas vérifié les images ce soir-là. Pas besoin. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus triste. C'était comme nouer le dernier nœud d'un paquet que j'emballais depuis des semaines. Je n'ai pas fait de menaces. Je n'ai pas détruit sa réputation avec des mensonges. J'ai juste tenu un miroir pour que les gens tirent leurs propres conclusions. Le monde du design est mesquin. Il vit d'images, de vernis, de perceptions. Les rumeurs circulent vite là où tout le monde boit dans les mêmes bars rooftop et connaît les mêmes noms. Et Claire Dubois, reine du design, avait bâti son trône sur des allumettes. Je n'avais qu'à craquer la première. Le dimanche soir est arrivé, calme et lent. Comme toujours quand on a fini ce qu'il fallait faire et qu'il n'y a plus rien à dire. Elle devait rentrer vers 19h. Je le savais parce qu'elle l'avait mentionné jeudi, en passant, tout en scrollant sur son téléphone. On prendra probablement la route après le déjeuner. Je serai là avant la nuit. Je n'ai pas demandé qui était, bon. Elle n'a pas précisé. Quand sa voiture s'est engagée dans l'allée, j'étais déjà parti. J'avais emballé ce dont j'avais besoin tôt le matin et déposé chez mon pote Julien vêtements de rechange, ordinateur de travail, chargeur. Il n'a pas posé trop de questions. Juste hoché la tête et montré la chambre d'amis. Je ne voulais pas être là à son retour. Pas par peur. Pas parce que je lui devais une chance de s'expliquer. Je ne voulais simplement pas lui offrir une scène. Elle avait eu son théâtre. Ce n'était pas une pièce où je jouerais encore le naïf. J'avais laissé la porte d'entrée déverrouillée, pas grande ouverte, juste assez pour grincer si le vent la poussait. Je l'imaginais entrer, fatiguée mais satisfaite, s'attendant à trouver la maison comme elle l'avait laissée. La maison était vide d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Pas physiquement, il y avait les meubles, la télé, le tapis près de la porte mais vide, comme si quelque chose de sacré en avait été arraché. Toutes ses affaires étaient soigneusement empilées dans des cartons le long du couloir. Étiquetées, propres. Son placard organisé par couleur. Son tiroir de salle de bain rangé et scellé. Je m'étais assuré que rien ne soit cassé, jeté, ou abîmé. Je ne suis pas brouillon avec les adieux. Les photos avaient disparu des murs. Celle de notre mariage dans le couloir? Enlevée. Notre voyage à Cassis? Enlevé. Le mur de souvenirs billets, cartes postales, notes manuscrites démontées, les trous rebouchés, repeints. Au-dessus de l'escalier, une banderole blanche simple. Lettres noires. Je les avais imprimées une par une et collées avec soin. Adieu, tricheuse. Bonne chance dans ton box. Ce n'était pas pour l'humilier. C'était pour la clarté. Je voulais qu'elle comprenne que ce n'était pas de la confusion. Pas une discussion. C'était fini. Sur la table de la cuisine, une chemise craft toute simple. Dedans, les papiers du divorce. Propre. Simple. Sans théâtralité. Juste la vérité sur papier, signée là où il fallait. À côté, la carte de visite de mon avocat, attachée avec un petit trombone argenté. Et par-dessus, un morceau de papier ligné, arraché d'un de ces blocs jaunes que je gardais dans mon bureau. Il disait: j'aurais reconstruit notre vie. Toi, tu l'as refaite avec des mensonges. Simple. Une phrase. Pas de culpabilité, pas de reproche au-delà de ce qu'elle savait déjà. Elle m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis encore. Les appels ont continué. Certains sonnaient dans le vide, d'autres s'arrêtaient après 2 secondes probablement quand elle a réalisé que je ne décrocherais pas. Les messages ont suivi. Où es-tu? C'est quoi, ça? Antoine, il faut qu'on parle. Tu exagères. Tu ne comprends pas ce qui se passait. Rentre, s'il te plaît. Elle a appelé 37 fois ce soir-là. Texté jusqu'à ce que sa batterie meure, ou peut-être qu'elle a abandonné ou je ne sais pas. J'étais dans le garage de Julien, une bière à la main, le regardant ranger ses outils comme s'il n'écoutait pas, même s'il le faisait. On n'a pas beaucoup parlé. Pas besoin. J'ai dormi sur le canapé lit dans son sous-sol. Mieux que depuis des mois. Elle n'avait pas encore pleuré. Ça viendrait plus tard. Probablement quand la réalité s'installerait. Quand elle comprendrait que ce n'était pas une pause.
qu'il n'y avait pas de conversation au coin de la rue. La maison n'était plus la nôtre. Pas comme avant. Elle était passée d'un foyer à un contenant de vérité, et elle allait voir à quoi ressemblait sa vérité. Pas bruyant. Pas violent. Juste clair. Elle avait joué un long jeu de faux-semblants, et pendant un temps, j'avais suivi sans le savoir. Mais je ne bluffe pas. Et je ne me couche pas. C'est elle qui avait tout misé sur un mensonge. Lundi matin est arrivé, gris et calme, comme toujours après une tempête. Je ne suis pas allé au travail ce jour-là. J'ai pris ma journée. Ça faisait plus de bien que ça n'aurait dû. Je n'avais pas à deviner ce que faisait Claire ce matin-là. Je connaissais son emploi du temps à la minute près. Son agence avait une réunion de design hebdomadaire tous les lundis à 8h30 précise. Tout le monde s'habillait comme pour un shooting de magazine. D'après ce que j'ai appris plus tard par un ami d'amis dans le milieu, sa patronne, Valérie, l'attendait à la porte quand elle est arrivée. Avec quelqu'un des RH. Ils n'ont pas fait d'esclandre. Ce n'était pas le style de Valérie. Elle était du genre à vous détruire avec un sourire et un bloc-notes en main. Très polie. Très discrète. Claire a probablement été prise au dépourvu, même si elle a dû faire semblant de tout maîtriser. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, ni quels mots ils ont utilisés. Les agences aiment leurs réalignements et revues internes. Mais le résultat était clair. Sa plaque de bureau a été retirée de la porte en verre dépoli cet après-midi-là. Ils ne l'ont pas virée. Trop salissant, trop public. À la place, ils l'ont réaffectée. Retirée du gros compte client qu'elle préparait depuis 6 mois. Confiée à quelqu'un de plus jeune, moins visible, mais plus sûr. Puis ils l'ont déplacée dans un box partagé, coincé dans un coin au fond à gauche du plan d'étage entre la salle des photocopieurs et le local des serveurs. Elle était désormais à côté de 2 stagiaires qui l'appelaient « Madame » et lui offraient des barres de céréales quand il réchauffait des nouilles au micro-ondes. Je l'imaginais assise là, dans ce box sans fenêtre, entourée de gens qui lui souriaient autrefois en réunion, et qui maintenant l'évitaient dans les couloirs comme si elle portait une maladie contagieuse. Son Instagram est devenu silencieux. L'emoji couronne a disparu de sa bio. L'agence ne l'a plus tagué dans ses posts. Les commentaires sur sa dernière photo où elle dans cette cuisine blanche immaculée, bras croisés comme une cover girl, sont restés sans réponse. Les clients qu'elle suivait ont cessé de répondre à ses appels. L'un d'eux a posté publiquement qu'ils avaient choisi une nouvelle direction créative. Un autre a purement disparu, abandonnant un contrat à mi-parcours. Son nom a commencé à glisser des conversations lors des événements de networking. Pas avec du drame. Juste de l'hésitation. Du doute. Dans ce milieu, la réputation, c'est du verre ou une fissure, et on arrête de boire dans le verre. Elle m'a texté 2 jours après sa rétrogradation. « Tu as ruiné ma carrière. » Je n'ai pas répondu. Mais je me souviens avoir lu le message, 2 fois, et pensé combien il était facile pour elle de me le reprocher. Comme si elle avait oublié ce que j'avais vu. Ce qu'elle avait fait. Non, chérie. C'est toi qui l'as ruiné. Je me suis juste assuré que tout le monde le voit de loin. Il y a eu une audience au tribunal 1 mois plus tard. Aucun de nous n'a lutté. Il n'y avait pas grand-chose à partager. Pas d'enfants, pas de maison où on louait. Pas de compte joint hormis les factures. Je gagnais plus qu'elle, donc techniquement, j'aurais pu demander une compensation. Je ne l'ai pas fait. Je voulais juste en finir. On était assis dans une salle d'audience banale, côte à côte mais à des kilomètres l'un de l'autre. Elle portait un chemisier que j'avais vu une fois, quand on sortait le vendredi et qu'on faisait semblant d'être jeune à nouveau. Son maquillage était impeccable. Ses cheveux tirés. Elle ressemblait à quelqu'un qui essayait de tenir la dernière structure d'un bâtiment déjà en ruine. J'ai gardé les yeux sur le juge. Signé ce qu'il fallait. Pris ma copie du jugement, hoché la tête à mon avocat, et je suis sorti sans un mot. Dans le couloir, elle m'a suivi. A appelé mon nom doucement, comme si elle n'était pas sûre d'en avoir encore le droit. Antoine. Je ne me suis pas arrêté. Elle a fait un pas de plus. Attends. S'il te plaît, est-ce que je peux juste? Mais j'ai continué à marcher. Pas vite. Pas en colère. Juste en avant. Elle ne m'a pas poursuivi. Elle n'a pas pleuré, pas là. Peut-être qu'elle pensait pouvoir encore tout arranger avec quelques mots. Que je me retournerais,
lui donnerait une chance d'expliquer. Peut-être qu'elle a enfin réalisé qu'elle était désolée. Mais je n'étais pas là pour réparer ce que quelqu'un d'autre avait brûlé. Elle avait construit une vie sur des fondations fragiles et dansé sur le toit pendant qu'il se fissurait. Je me suis juste éloigné avant qu'il ne s'effondre. Ça fait 3 mois. Je vis dans un petit appart en location maintenant, en périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire. Une chambre, des voisins calmes, un café en bas de la rue. Au début, le silence était assourdissant. Il résonnait dans ma poitrine. Mais maintenant, j'aime ce silence. Il m'appartient. Il n'y a pas de tension cachée derrière. Elle texte encore. Des messages longs, souvent. Ça aussi entre des supplications émotionnelles et des pics subtils. Une nuit, elle a écrit 4 paragraphes sur comment elle ne comprenait toujours pas comment tout s'était effondré. Le lendemain matin, une seule ligne. Tu as toujours été doué pour faire semblant que tout allait bien. Certains jours, ce sont des excuses. D'autres, des accusations. Elle a dit une fois que j'étais froid et contrôlant, que j'avais violé sa vie privée et la faisait se sentir surveillée. Une autre fois, elle m'a traité de flippant avec les trucs tech. Elle a dit que c'était pas naturel. Ça m'a fait rire. Elle a dit à des amis communs que j'avais tout manipulé. Que j'avais tordu la vérité. La vérité, c'est que je ne lis même plus ces messages au-delà de l'aperçu. Je les laisse s'accumuler. Je ne l'ai pas bloqué. Pas par espoir. Juste par indifférence. La colère s'est estompée plus vite que je ne l'aurais cru. Le chagrin a duré plus longtemps. Pas pour elle, mais pour la vie que je pensais qu'on construisait. Je ne la déteste pas. Mais elle ne me manque pas. Elle était belle. Charismatique. Vive. Et quand ça l'arrangeait, elle pouvait être gentille. Mais derrière tout ça, il y avait quelque chose de vide, d'égoïste. Elle a sous-estimé le genre d'homme qui n'a pas besoin de bruit pour se faire comprendre. Claire a construit son histoire sur le charme et l'image. Elle pensait pouvoir mentir avec style, décorer la trahison comme une de ses vitrines. Elle ne s'attendait pas à un homme qui sait démonter les choses en silence. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti comme une ombre. Et elle vivra avec la mienne encore longtemps. Partagez votre avis dans les commentaires, qu'en pensez-vous? Le mari est-il allé trop loin en ruinant la carrière de sa femme? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.